un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à suivre Congo Buzz Télévision, fidèles internautes. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. Ces magazines, comme vous le savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat et le management. En bref, le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement parler de la question qui concerne le budget. L'actuel budget de notre pays qui est élevé à 10 milliards de dollars américains. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous le DG d'Impact Group Communication à la personne de M. William Ikolo avec qui nous allons échanger. M. William, bonjour et bienvenue. Bonjour Génima. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Oui, ça va également, merci. Oui. Ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps. Là, je vous retrouve. J'attendais avec impatience votre invitation. Merci. Et je suis heureux de vous retrouver. Je vois que quelque chose a changé. Je vous retrouve encore plus belle qu'avant. Ah bon, merci. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais... Je suis vraiment flattée. En tout cas, on est là, on se bat. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, nous allons essentiellement parler de l'actuel budget qui est évalué à 10 milliards de dollars américains. Sinon, personnellement, quelle est votre appréciation compte tenu de ces budgets? C'est d'abord une grande joie. Vous savez, 10 milliards de dollars, il n'y a pas si longtemps, lorsque l'on envisageait même simplement d'arriver à ce budget à 2 chiffres de milliards, personne n'y croyait. Okay. On n'y croyait pas. Et le gouvernement Sama Lukonde s'est mis au travail. Beaucoup ont commencé à se demander est-ce que vraiment il méritait le nom de Warrior. Sur cette seule indication, je dirais, il le mérite largement. Jusque-là, on se demande toujours, est-ce que vraiment il mérite parce que... Mais vous venez d'y répondre. Lorsqu'on passe comme ça de 5 milliards, 6 milliards et puis tout de suite à 10 milliards, c'est vraiment un gouvernement qui travaille. Y arriver, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que ces budgets rencontrent les attentes de la population? Forcément. Forcément, je dirais qu'avec 10 milliards de dollars, on a forcément le moyen de faire ruisseler, c'est-à-dire de ramener cet argent un peu partout. Et on va peut-être expliquer par la suite comment on y arrive à 10 milliards. Et forcément, non, c'est vraiment une grande nouvelle pour notre population, pour notre pays. C'est vrai que 10 milliards, ça reste encore assez modeste par rapport à certains pays. Mais à ce rythme-là, vous voyez, on risque d'arriver à des budgets sans doute l'année d'après à 12, 13 milliards. Et pourquoi pas exploser à 20 milliards. D'accord. Sinon, beaucoup d'encre et de salive coulent. En ce qui concerne ces 10 milliards, les gens se demandent, se posent des questions. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation budgétaire? Bon, l'augmentation budgétaire ici, c'est d'abord le fruit de la volonté du chef de l'État. C'est l'expression de sa technique, c'est-à-dire de sa stratégie. J'ai expliqué dans cette émission même que nous avons finalement une économie qui repose beaucoup sur l'exportation des matières premières. Ouais. 95% de notre économie est tournée vers les matières premières. Or, les matières premières, c'est pas nous qui fixons le prix. C'est-à-dire que finalement, nous sommes dépendants du prix qu'on nous fixe sur les marchés internationaux. Voilà pourquoi le président, ayant pris conscience de ça, s'est dit qu'il allait se concentrer avant tout pour augmenter les recettes de l'État, de s'attacher à augmenter les recettes internes, c'est-à-dire maximiser nos recettes internes, maîtriser la dépense publique et puis essayer de produire un peu plus au niveau des recettes internes. Donc voilà comment on arrive finalement à ce budget-là. Alors aujourd'hui, est-ce que notre Parlement contrôle-t-il sérieusement le gouvernement, enfin, de vérifier, d'avoir les yeux sur ces fonds publics? C'est son rôle, c'est le travail, c'est une des missions du Parlement de vérifier, de contrôler, mais le contrôle auquel vous faites allusion ici, le Parlement n'est pas là pour un contrôle, je dirais, au quotidien. Ça, c'est le travail des inspections, de l'Inspection générale des finances, qui vérifie que l'argent que détient notamment les régies est réalisé à juste raison et utilisé en bon père de famille. C'est un travail que l'Inspection générale de finances fait avec beaucoup d'efficacité, qui fait que avec M. Alinguete, qui fait que nous arrivons
nous détectons des augmentations budgétaires dans presque toutes les régies. Pourquoi? Parce que la patrouille financière va inspecter dans ces régies-là pour voir, ben voilà, selon notre appréciation, vous devez être par exemple à 60 milliards ou 70 milliards. Comment expliquez-vous 70 millions de dollars? Comment vous expliquez que vous êtes à 3 millions par exemple? Et donc, ce travail-là au quotidien permet ces augmentations parce que, vous savez, Jemima, le problème c'est quoi? C'est que nous avons vécu pendant plus de 10 ans où les gestionnaires des régies avaient l'impression que ces régies publiques étaient leurs biens personnels. C'est-à-dire que tout l'argent qui était dégagé était consacré pour l'achat de villas, de maisons, pour entretenir la 2, 3, 4e, 5e épouse. Et c'est une mentalité que le chef de l'État veut absolument mettre fin. Voilà pourquoi, grâce à l'attachement, au rattachement de l'IGF à la cellule présidentielle, on voit que les résultats sont rapides, tellement rapides que les budgets qui étaient autrefois inespérés sont atteints sans grande difficulté. D'accord. Alors, 10 milliards, c'est bien beau. Comment expliquez-vous, quelle lecture faites-vous de la répartition de ces 10 milliards dans les secteurs tels que, par exemple, la recherche scientifique, de la défense ou même d'autres? Évidemment, là maintenant, vous posez une question très intéressante. Ça, c'est le travail du Parlement. C'est le Parlement qui doit, en accord avec la vision du chef de l'État, vérifier à ce que l'affectation du budget soit équilibrée et corresponde effectivement à ce que le chef de l'État voudrait. D'accord, nous avions vu pour la défense, il y a par exemple 9%, pour la recherche scientifique, nous avons 0,5%, et pour la jeunesse, le ministère de la Jeunesse, nous avons 0,01%. Pensez-vous que ces pourcentages est équilibré? Bon, je dirais que juste à la lecture du pourcentage, il est difficile, hein, Jemima, de dire que c'est pas... Parce que tout dépend vraiment de la politique qui est voulue par à la fois le chef de l'État et par l'exécutif. C'est-à-dire qu'un budget, c'est toujours une histoire d'organisation des priorités. Okay. On se dit, bon, pour les 2 ans à venir, compte tenu des difficultés que nous avons dans telle et telle matière, nous allons peut-être donner la priorité à tel secteur, un peu moins à d'autres, vous voyez. Donc c'est toujours cet équilibre où chaque ministre, évidemment, espère avoir l'enveloppe budgétaire la plus forte. D'accord. Mais en parlant de ces priorités, pensez-vous que ce que le gouvernement a constitué ou a prôné comme priorité répondent aux desiderata de la population? Oui, bon... Évidemment, quand on dit aux desiderata de la population, la difficulté, c'est quelle est-elle? Quel est ce desiderata de la population? Le social, mais vous savez, souvent on fait parler la population quand celle-ci ne s'est pas exprimée. Et donc, nous avons, en dehors des moments électoraux, où la population peut s'exprimer librement, nous avons pour le suivi de la population, je dirais, les députés, qui sont les représentants de la nation. C'est eux qui sont habilités en fait à porter la voix des différentes bases qu'ils représentent au sein de l'hémicycle du Parlement. Et donc, lorsque ceux-ci font cette affectation de budget, j'espère qu'ils tiennent en compte l'aspiration de la population qu'ils représentent. D'accord. Aujourd'hui, l'ODEP fait un constat ou qualifie les gouvernements de Fachi qui fait un dépassement budgétaire. Partagez-vous cet avis-là? Bon, le dépassement budgétaire, c'est pas une question d'avis, ce sont des faits, vous voyez? Ce sont des faits. La simple question, c'est est-ce que le dépassement est justifié? Ah ben est-ce que l'ODEP justifie? Oui, non, mais justifié en ce sens que est-ce qu'il était important de faire ce déplacement? Je vais vous donner un exemple. Okay. Le budget, finalement, c'est vrai qu'on en parle comme ça, mais pour toutes les personnes connues, si on veut vulgariser, c'est l'argent que votre mari ou votre futur mari vous donne tous les mois. Je les salue là où il est. Où il est. Voilà, c'est l'argent qu'il vous remet en disant, voilà, prends soin de la maison, vous aurez besoin de ceci. Il se peut que vous, en tant que gestionnaire de la maison, vous voyez par exemple que, là-bas, il y a un peu de l'eau qui coule sur le coin, votre mari part en voyage, et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous prenez des mesures pour que
la réfection du toit soit faite, sans laquelle vous pouvez faire courir des risques de péril à la maison parce que l'eau va rentrer, va détruire les murs, etc. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, même si votre mari arrive, vous pouvez lui dire « Papa, vous m'aviez remis 1000 $, mais j'ai dû faire des travaux de 500 $, nous avons un dépassement budgétaire, mais celui-ci était justifié en ce que si ça n'avait pas été fait, la maison, peut-être que Olina Kyokutangote. » D'accord, Alina Kyokutangote. Par moment, notre gouvernement n'atteint pas les chiffres dont il mobilise, par exemple. Et de l'autre côté, nous avons le Parlement qui parle tantôt de dépassement budgétaire donc, à travers les institutions et autres. Comment expliquer cela? Mais en fait, vous parlez ici de la réalisation du budget et puis le dépassement budgétaire. C'est encore un autre fait. Une mobilisation ou un chiffre, des chiffres que l'on parle et qui ne sont jamais atteints, si on doit se le dire. Non, mais ici, en tout cas, regardez, pour l'année 2021, par exemple, la plupart des régies ont eu des réalisations à 100% de leur budget. C'est-à-dire que l'argent qui était consacré, qui a été dévolu à ces régies-là, a été utilisé à 80, 90, voire 100%. L'argent que votre époux vous a remis, vous avez utilisé pour ce qui avait été entendu à 100%. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que il y a une amélioration au niveau de la réalisation du budget. Et ça, c'est aussi, en matière de gestion publique, des indications très claires qui montrent qu'en matière de gestion publique, notre pays rentre dans une zone qui est, je dirais, non pas exemplaire, mais déjà souhaitable. C'est-à-dire que maintenant, au niveau de la gestion publique, vraiment, nous faisons un beau travail. Et c'est une question, je dirais, de mentalité. Voilà pourquoi le budget tel que voulu par le gouvernement ne pourra finalement aller de mieux en mieux que lorsque nous allons faire de ces questions, nous allons nous approprier ces questions-là. Déjà dans l'éducation. Okay. Je donne un exemple. J'entends beaucoup de gens, notamment dans l'opposition, qui disent que le président de la République n'a rien d'autre à son budget, à son crédit, que l'IGF. L'IGF, pourquoi on en parle beaucoup? Parce que en fait, c'est l'arbre à solution. C'est-à-dire que le président de la République, dans sa stratégie, essaye de privilégier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les recettes internes. L'argent que nous-mêmes nous produisons et qui ne dépend pas de nos exportations. Okay. À partir de cet argent, le président de la République arrive à maximiser son utilisation, c'est-à-dire à l'affecter notamment pour les hôpitaux, à l'affecter pour les routes, pour la gratuité de l'enseignement. Vous voyez que si nous n'avons pas cet argent, il est quand même très difficile pour pouvoir utiliser ou diriger cet argent vers le social. Et donc, c'est très important que nous puissions faire ce travail-là, qui est un travail d'éducation. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir la session qui s'est passée à l'hémicycle Félix-Antoine Tshisekedi, à l'inspection générale de finances, où un panel d'étudiants a été convié, en fait, à une session d'étudiants pour qu'on leur explique en fait comment s'approprier justement cette gestion saine des finances publiques. Parce que c'est eux demain, ces étudiants-là, qui auront la charge des choses publiques demain. Et il faudrait que déjà, pendant qu'ils sont étudiants, ils comprennent quel est l'intérêt de pouvoir gérer sainement les finances publiques, qui comprennent qu'il y a une distinction entre leur poche et puis les finances de l'État. Et donc, c'est au plus bas niveau que nous devons le faire, et non pas simplement à des gens qui ont déjà 15, 20 ans de mauvaises pratiques. Je trouve que c'est une entreprise qui est vraiment louable, et si je pouvais donner un conseil peut-être à l'inspection générale des finances, ça serait de multiplier ce genre d'initiatives, d'inviter systématiquement tous les étudiants pour que ceux-ci d'abord puissent non seulement s'imprégner de cette vision, mais que demain, on ne puisse pas être ce peuple qui applaudit
quand il y a des gens qui volent. Mais non seulement participer, mais aussi le rappeler. Parce que par moment, on assiste, on peut vous appeler, vous venez et tout. Mais lorsqu'il faudrait choisir des gens pour y participer, ce n'est pas aux étudiants qu'on fait appel. Oui, mais que l'on veuille ou non, demain, ces étudiants seront ceux qui auront la charge de la chose publique. Hein. Regardez comment vous êtes jeune et belle, mais c'est vous qui tenez cette émission. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était quelqu'un de plus âgé, de plus vieux, mais le renouvellement des générations est tel que, qu'on le veuille ou non, demain, ce seront les jeunes qui seront en charge de la chose publique. Et je dirais que si ceux-ci sont sensibilisés à la bonne gestion des finances publiques, ils sauront reconnaître ceux qui le font mal et ils auront peut-être l'énergie nécessaire pour les déboulonner. On espère juste qu'il n'y aura pas du favoritisme, parce que par moment, on a l'impression qu'on est RDC pour participer à ce genre d'organisation. Il faut plus chose à la moinaya. On espère qu'il n'y aura pas du favoritisme. Non, non, parce que c'est vraiment une éducation que l'on veut donner à tout le monde. Okay. Il faut que les gens comprennent quel est l'intérêt d'avoir des finances publiques saines. Il faut que les gens comprennent que les inspecteurs, dont l'inspecteur général, par exemple, M. Alinguete, n'est pas le méchant de la République. Il faut que les gens le comprennent, et ça ne peut passer que par l'éducation. Il faut que les Congolais comprennent que ceux qui en veulent, notamment à l'inspection générale, ce sont des gens qui ne veulent pas de bien du Congolais. Parce qu'au final, cet argent, c'est de l'argent qui nous revient. Au final aussi, les gens sont contre parce qu'on a l'impression que c'est juste des penchés d'un côté. On a ceux-là qui sont entre guillemets favorisés et d'autres qui sont généralement poursuivis. Non, mais c'est une impression. Parce que vous savez, c'est pas compliqué aujourd'hui de faire la synthèse de ceux qui sont poursuivis et de ceux qui ne le sont pas. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sortent de l'ancien régime qui sont sur la sellette de l'inspection générale. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les finances de l'État pendant plusieurs années et qu'en plus, il y avait une pratique politique exécrable qui veut que l'argent de l'État était détourné pour des fins personnelles. Donc, ça n'est que normal que finalement, ceux qui étaient dans la gestion de ces finances publiques soient ceux qui soient le plus exposés aux poursuites. C'est que normal, ça n'est que normal, parce que le président est en exercice depuis maintenant un peu moins de 3 ans. Il est improbable qu'il y ait autant de gens de l'exécutif actuel que ceux des 18 ans passés. C'est une question d'arithmétique. Pourquoi d'ailleurs lancer ces poursuites alors qu'en fin de compte, ils finiront avec des grâces présidentielles et tant d'autres? Non, c'est pas. D'abord pour des raisons d'éducation. Oui. Ensuite, je vois pas pourquoi ils finiraient tous en grâce présidentielle. La plupart. La plupart, non. Là encore, ce ne sont pas des informations qui sont vérifiées. Enfin, on peut citer une ou deux personnes qui ont fait cela. Aujourd'hui, le détournement de notre pays, c'est devenu comme un jeu. On sait que je serai là après, au bout de quelques mois, je serai libéré. Oui, bon, évidemment, ici, vous posez le problème de la justice. Oui. D'accord? Ça n'est pas le problème de l'inspection, mais le problème de la justice. Il faut, de notre budget. Voilà, il faut simplement rappeler que la justice, l'inspection a un rôle de contrôle. C'est un contrôle qui fait a priori, qui fait a posteriori et qui fait aussi de façon concomitante. Une fois que l'inspection constate des faits infractionnels, il dirige en fait vers la justice qui, elle, a la charge de la répréhension. Mais l'inspection ne porte pas cette casquette-là en vertu de la loi de la séparation des pouvoirs. Donc je dirais que le problème que vous posez, c'est celui des poursuites. Là-dessus, j'ai pas les chiffres ici, mais je pense que évidemment, tant que les poursuites ne seront pas optimum et qu'il y aura encore de l'impunité, on risque effectivement de décourager les inspecteurs et du moins l'élan qui est donné par le chef de l'État qui consiste en fait à vouloir donner du crédit aux inspections et aux patrouilles financières risque de s'essouffler un peu. Donc moi je ne peux que, en tant que Congolais, comme chacun de nous ici, on ne peut que inviter quand même l'appareil judiciaire à être beaucoup plus regardant
et à ne pas, comment dire, commettre ou du moins autoriser qu'il y ait trop de relâchement au niveau de son appareil. D'accord. Revenons un peu en arrière pour encore parler du dépassement budgétaire. Oui, Qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui est à la base de cela? Ben, ce qui est à la base du dépassement budgétaire, c'est d'abord, je dirais, le budget lui-même. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on a un grand pays comme le nôtre et que l'on a un budget qui est trop mince, voilà, le dépassement budgétaire est presque inévitable. Je donnais l'exemple de la maison tout à l'heure. C'est la maison de Madame Jemima, où monsieur, avant de partir en voyage, vous remet un budget de 20 $, en espérant qu'avec les 20 $, vous puissiez manger, puissiez envoyer les enfants à l'école, payer les fournitures, et puis payer aussi le transport. Les 20 $ ne suffiront pas. Que vous le vouliez ou non, vous allez de toute manière tomber dans le dépassement du budget qui vous a été alloué. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je disais que le budget lui-même, plus il est étriqué et plus il s'expose en fait à des dépassements. D'accord, l'émission est terminée, Monsieur William. En quelques mots seulement, je vous pose la dernière question. Qu'est-ce que notre gouvernement doit faire, même si notre budget est maigre et tellement insignifiant, si on doit se le dire, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour répondre totalement aux déshydratats de la population et essayer de stabiliser la situation? Bon, une des pistes, en tout cas, ça a toujours été la maîtrise des dépenses publiques. Voyez? Donc, pour réaliser utilement son budget, il faut nécessairement essayer de maîtriser les dépenses publiques, notamment les dépenses internes. C'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement doivent être réduites. C'est ce que fait le gouvernement, hein, qui a annoncé quand même des limites en termes de dépenses budgétaires qui peuvent se faire valoir. On va essayer de limiter, par exemple, tout ce qui est séminaires, qui sont très onéreux hein, et très coûteux, budgétairement parlant. Les voyages aussi, limiter les voyages, et limiter vraiment les frais de fonctionnement qui occasionnent des dépenses. Et si le train de vie du gouvernement ou le train de vie public baisse, mais je dirais au plus haut niveau, hein, c'est-à-dire que déjà au niveau de la présidence, on a le moyen de maîtriser quand même les finances publiques et de faire en sorte que l'argent qui est produit par le pays soit utilisé utilement, notamment pour que ça puisse profiter à tous. Comme nous le disons à Impact Group Communication, un budget, un développement n'est véritable que lorsqu'il est l'affaire de tous, et c'est au gouvernement à veiller à ce que le développement de la RDC soit l'affaire de tous, c'est-à-dire que ça touche jusqu'aux plus faibles des Congolais dans ce pays. L'émission est terminée. Merci, M. William, de votre passation. Merci beaucoup, Mme Jemima. Fin de cette émission, fidèles internautes, à vous tous qui l'avez suivi, merci de votre réelle et sympathique attention. Restez nous fidèles, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.